C'est un peu chaud ici, mais bon. On dégage. On dégage. Attends, non, c'est 30 secondes, 30 secondes. Non, on dégage. 30 secondes. On dégage. RTBF, on vous paie. On dégage. RTBF de merde, cassez-vous d'ici. Non, non, non. Ah, vous avez rien à ici. C'est le bordel ici, on n'y arrive pas. Cassez-vous les gars, partez. Ouais, on a coupé. La vidéo que nous venons de voir, c'est quelque chose qui s'est passé au tout début du mouvement des Gilets jaunes en Belgique. C'était un point de blocage très important au dépôt de pétrolier de Feluy, je crois que de souvenir c'est le 20 novembre. Et là, ce jour-là, le soir, il y a une équipe de la RTBF, donc qui est la télévision publique belge, qui vient pour faire un reportage sur ce point de blocage. Et il se trouve que cette équipe de télé est malmenée par les Gilets jaunes en place, qui vont un peu les houspiller et même les dégager. C'est quelque chose qui a beaucoup tourné sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de journalistes qui l'ont partagé, qui se sont indignés contre cette vidéo. Et il faut savoir que tout cela, ça témoigne quand même d'une fracture peut-être de plus en plus profonde entre la société belge et ses médias. C'est-à-dire que moi, je me suis rendu pour le mouvement des Gilets jaunes sur plusieurs manifestations à Bruxelles. Et les témoignages, les messages, les banderoles contre ce que faisaient les médias en Belgique étaient assez fréquents. Aussi, on peut se baser sur des chiffres, parce qu'il y a une étude de Solidaris, qui est la mutuelle socialiste belge, qui estimait que 74% des sondés belges estimaient que les médias en Belgique subissaient des pressions financières. Je m'appelle Julien Collinet, je suis journaliste indépendant français en Belgique depuis plusieurs années et j'ai réalisé un article pour le Mediapresse sur l'influence que pouvait subir la presse en Belgique. En France, il est très clair qu'on a une série de milliardaires qui sont des industriels et donc qui ont des intérêts économiques et qui possèdent des journaux, ce qui dévoile un éventuel et profond conflit d'intérêts. En Belgique, c'est très différent. Comme j'ai expliqué, ce sont des groupes de presse, mais qui appartiennent à une certaine classe assez haute de la société et qui ont des liens très forts en fait, avec d'autres membres de l'élite économique et financière en Belgique. J'en veux pour preuve l'exemple des compositions des conseils d'administration, où vous avez ces représentants de cette élite qui y siège. Il n'y a pas, par exemple, de représentants des sociétés des rédacteurs, des journalistes, ou de lecteurs, ou de la société civile, etc. Non, vous avez des membres et des dirigeants de grandes entreprises. Chez Rossel, par exemple, qui possède Le Soir, donc, vous avez un dirigeant de D'Ieteren, qui est un géant de l'automobile belge, qui possède notamment Carglass. Vous avez le PDG de la filiale d'EDF en Belgique, qui s'appelle Luminus. À la Libre Belgique, je pourrais prendre l'exemple d'Alain Sierens, qui lui est l'ancien directeur de la banque Degroof Petercam, la principale grande banque d'affaires en Belgique. Ce qui veut dire, c'est qu'il y a une certaine collusion entre ces cercles et qui peuvent influencer ce que l'on retrouve ensuite dans les colonnes du journal. En France, l'influence est directe parce que ces milliardaires sont directement à la tête des médias. En Belgique, c'est indirect parce que c'est plus caché. En plus, si vous prenez Bernard Arnault, c'est des gens mondialement connus. La famille Léaudet, la famille Urbain, ce sont des gens plus discrets, ils ne s'affichent pas dans les magazines People. Mais en revanche, par leur patrimoine, par les relations qu'ils entretiennent avec d'autres dirigeants de grandes sociétés belges, ils sont liés à cette élite économique et financière. Rossel est un groupe familial qui a été créé en 1897 par Monsieur Rossel, Émile Rossel, qui était un Bruxellois et qui a créé Le Soir. Il a créé Le Soir sur un modèle assez particulier qui va vous parler, puisque en fait il a créé Le Soir dans un modèle de journal gratuit financé par la pub. Il avait dit, quand il a créé Le Soir, il a dit « je veux faire un journal indépendant ». Pour faire un journal indépendant, je vais le faire financer par la publicité. Ce qui, en 1897, était pour le moins assez audacieux et assez original. Et Le Soir a gardé cet esprit-là. D'ailleurs, et si vous regardez la dernière page du Soir, il y a quelque chose qui est très étonnant dans la dernière page du Soir, c'est que depuis 125 ans, on fait du brain content dans la dernière page du Soir, puisque c'est une page dans laquelle on mélange des petites informations rédactionnelles et des petites informations publicitaires. Et tout ça se fait naturellement depuis un siècle sans que personne n'y trouve à redire. Il se trouve que moi j'étais rédacteur en chef pendant plusieurs années d'un journal économique. Alors la petite particularité, c'était un journal qui était édité par une association d'éducation populaire qui traitait des thématiques économiques et financières. Et on avait un journal qui était d'information pour vulgariser en fait les grands sujets économiques et faire comprendre aux gens comment ça impactait leur quotidien. Ce journal, pendant 12 ans, je crois, a été distribué, encarté dans la Libre Belgique. Les samedis, à chaque parution de ce journal qui s'appelait Financité, il sortait donc avec la Libre Belgique. Il y a eu plusieurs épisodes, mais notamment la relation, à la fin, s'est arrêtée brutalement parce que j'écrivais une brève qui traitait d'un rapport d'une ONG qui s'appelle Pax et qui évaluait dans quelle
quelles banques investissaient dans l'armement nucléaire. Il se trouve qu'il y avait plusieurs banques belges. Je citais donc la totalité des banques belges qui étaient incriminées dans le rapport. Le petit problème, c'est que la Libre Belgique a décidé de censurer cet article, m'a demandé de le retirer. Ils m'ont justifié la raison, ils me l'ont écrite par mail. C'est parce que dans les banques citées figurait la banque Degroof Petercam. Or, l'ancien président de la banque Degroof Petercam siège également au conseil d'administration de la Libre Belgique. On m'a dit que les liens étaient très forts entre les deux institutions et qu'il préférait qu'on l'enlève. Donc ça dévoile que, justement, ce qu'on disait sur ces liens entre cette élite économique, elle peut avoir, je ne dis pas que c'est régulier, mais ça peut avoir quelquefois, quand c'est dérangeant, une influence sur le contenu journalistique de certaines publications. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai vécu, en tout cas. Alors, il faut savoir déjà que le marché belge est beaucoup plus réduit que le marché français. La Belgique est un petit pays par rapport à la France qui ne fait, entre guillemets, que 11 millions d'habitants, et surtout qui est divisé entre 2 voire 3 communautés linguistiques, et donc il n'y a que 4,5 millions de francophones dans le pays. Donc le marché est très réduit. D'ailleurs, les Belges sont de grands consommateurs de journaux français. Quand vous baladez dans un kiosque à Bruxelles, vous allez trouver Libé comme Le Monde ou Le Figaro à côté du Soir et de la Libre. Malgré ça, il existe quand même une presse indépendante, mais qui reste minoritaire. Je pense notamment à Médor, qui est un journal très intéressant, qui est basé sur l'investigation, qui a un modèle économique aussi qui est très intéressant, puisque à l'image du média, il s'est fondé en coopérative, donc il vit des parts de coopérateurs de ses lecteurs. C'est un journal d'ailleurs qui a subi des pressions, parce que pour sa première enquête, il révélait un scandale lié à une entreprise pharmaceutique en Belgique, et il y a une décision du tribunal de Bruxelles, je crois, en tout cas d'un tribunal belge, pour interdire la publication dès le premier numéro. Ensuite, il est paru, mais ça montre encore qu'il y a un moyen de pression pour les sociétés sur cette presse belge. Je pense aussi à Kairos, qui témoigne dans l'article que j'ai écrit, qui lui se défend comme un média décroissant, qui vit grâce à des subventions et à ses ventes en kiosque et ses abonnements. Mais à chaque fois, le problème, c'est qu'on est sur des tirages quand même très très limités, qui parlent aussi à, je pense, à un lectorat qui est convaincu, qui est déjà concerné par ces questions. Et le vrai problème, c'est qu'il y a un manque de pluralité dans les médias dominants. Et je pense qu'il y aura un jour, pour faire vivre le débat démocratique, à poser la question de la reprise en main, en tout cas d'une reprise en main des citoyens sur ces médias dominants. Concernant les médias publics, je pense notamment à l'audiovisuel, que ce soit l'RTBF, donc qui, à l'image de France Télévisions, et Radio France possède radio et télé en Belgique. Globalement, on est quand même sur un traitement de l'actualité qui est similaire. Je prends l'exemple, il y a eu une grande grève il y a une semaine où j'ai regardé le JT ce jour-là, où les syndicalistes avaient un temps de parole, certes au début, mais assez réduit. Et par contre, bien sûr, le sempiternel retour des usagers qui se retrouvaient sur le quai de leur gare sans train, etc. Donc il y a quand même une condamnation du milieu syndical. Globalement, on est sur la même teneur entre les journaux et l'audiovisuel public. Il faut aussi noter que c'est une particularité intéressante, pas d'avis si c'est bien ou mauvais, mais ce sont des représentants des partis politiques qui sont administrateurs de la chaîne, notamment l'administrateur délégué, ça peut paraître étonnant, est un ancien directeur de cabinet du président, du ministre-président, ce qu'on appelle la région bruxelloise, sa compagne aussi d'ailleurs, et elle administratrice et présidente de Vivaqua, qui est la société de gestion des eaux, et qui est également proche du Parti socialiste, puisqu'elle était aussi directrice de cabinet de Laurette Onkelings, qui était ministre de la Justice ou de la Santé auparavant. Donc il y a encore un lien quand même, cette fois plus politique en tout cas, qui peut exister sur l'audiovisuel public. Après, je pense que il n'y a pas de pression directe, en tout cas, ça c'est certain. C'est pas le PS qui appelle l'RTBF pour leur dire quoi faire dans leur journal ou quoi, mais il y a une certaine quand même acceptation des journalistes qui à l'image de la France, sont quand même issus d'une certaine classe aisée. Il y a une étude qui est sortie au mois d'avril, réalisée par une universitaire de l'Université libre de Bruxelles, qui s'appelle Florence Lecam, qui recensait que 93% des journalistes avaient fait des études supérieures, contre seulement 34% de la population wallonne. Les journalistes appartiennent à une classe aisée, et forcément ça se retrouve dans le traitement de l'actualité qu'ils font. Tout est parti en couille cette semaine. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Le Sud Presse a décidé de s'emballer complètement. Mercredi matin plutôt, ils ont fait une tout dans la nuance.
pense qu'on peut voir la une. Invasion de migrants, la côte belge menacée, point d'exclamation. Et je ne sais pas si ils ont vu des migrants partout. Et ils ont réussi à mettre des infos sur les migrants, par exemple, dans une info sur le sexe sur les autoroutes wallonnes. Et ça, fallait y aller. Les parkings wallons, lieu de rencontres sexuelles. Un peu plus loin, ils disent nettement plus répréhensibles. Les aires de repos sont également un terrain de prédilection pour les voleurs, dealers et les migrants. Et là, je suis pas certain que j'ai compris. Alors Sud Presse, c'est un groupe qui regroupe plusieurs titres de presse régionaux. Donc il y a la capitale à Bruxelles, la Meuse à Liège, etc. C'est le quotidien le plus lu en Belgique, hein, ça il faut le savoir. Notamment parce qu'il traite de sport et il n'y a pas de quotidien sportif comme l'Équipe en Belgique. Et Sud Presse a été remarqué plutôt négativement plusieurs fois pour certaines unes, comme celle que vous avez dû voir sur une prétendue invasion de migrants sur les côtes belges ou des propos très sexistes. Il faut savoir qu'effectivement Sud Presse est coutumier des provocations, en tout cas sur les unes. Ça n'empêche pas pour autant qu'il n'y ait pas d'article de qualité dans le journal, ce qui arrive très régulièrement. Mais c'est en plus une tactique assumée. J'ai interviewé le directeur de Sud Presse, Pierre Lascolle, vous pouvez le retrouver dans l'article, qui assume totalement de faire du clic et de parfois provoquer pour vendre son journal. Donc Pierre Lascolle, quand je l'ai interviewé, justement était très fier d'une vidéo sur un enfant qui serait tombé dans un trou en Espagne, qui aurait fait des dizaines et des dizaines de clics, et c'est la fierté de ce patron de presse. On peut se poser la question si c'est bien le rôle d'un journal, d'autant plus quand il est lu par une large partie de la population, de mettre en avant des informations légères, ou en tout cas seulement putaclic, comme on pourrait dire. Pierre Lascolle, c'est le patron de Sud Presse, donc c'est quelqu'un qui a quand même une vision, je pense, managériale d'un journal, c'est pas un journaliste. C'est quand même aussi un des problèmes dans la presse, c'est qu'on a mis des gestionnaires à la tête des journaux et qui vont plus avoir des soucis de rentabilité, souvent que de qualité de l'information. Ça, c'est regrettable. Et ça se retrouve d'ailleurs dans le quotidien des journalistes qui subissent des situations précaires parce que ces journaux, dans une logique, en adoptant les préceptes de l'économie libérale, vont vouloir réduire au maximum les coûts, et notamment les coûts humains. Dans une rédaction, c'est ce qui coûte le plus cher, c'est d'employer des journalistes. Donc ça a des conséquences vraiment sur la qualité et la composition des rédactions. Il y a une grande différence entre les journalistes indépendants en France et en Belgique. En France, il existe le statut de pigiste, qui est en fait une forme de salariat sur une mission précise. En Belgique, ça n'existe pas. Il y a ce qu'on appelle le statut d'indépendant, qui est un peu l'équivalent de ce que vous pouvez connaître en France avec le statut d'auto-entrepreneur. Et c'est quelque chose d'ailleurs qui n'est pas réservé qu'au journalisme, hein. C'est quelque chose de très présent dans la société belge. Le problème de ce statut, c'est qu'à la différence d'un pigiste, vous payez moins de cotisations sociales. Donc lorsque vous vous retrouvez au chômage, vous n'avez pas le droit d'indemnité, vous n'avez pas le droit de jours de congés payés, vous n'avez pas le droit des congés maladie. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui précarise un peu plus les journalistes. Mais encore plus problématique, je dirais qu'il y a de nombreuses rédactions qui usent et abusent du statut de faux indépendants. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont engagés sous statut indépendant, mais qui vont effectuer les mêmes tâches qu'un salarié. Ils vont être présents dans la rédaction tous les jours, ils vont avoir un chef qui va leur donner des ordres. En gros, ils sont subordonnés à leur rédaction en chef. Et ces gens, en fait, vont être payés sous ce statut. Pourquoi ? Parce que ça coûte moins cher. Je redis encore une citation de l'article. Pierre Lascolle, directeur de Sud Presse, me dit, texto, on vire les vieux et on engage des jeunes sous statut faux indépendant, ça me coûte 70% moins cher. Et il se trouve qu'effectivement, les tarifs par rapport à la France, en Belgique, de ces missions quotidiennes de journalisme sont très basses. Il existe deux tarifications. Soit on est payé à la journée, donc on a un forfait, ce qu'on appelle jour, qui évolue entre 100 € pour un débutant jusqu'à 150 €. À savoir que le travail est plus taxé en Belgique qu'en France, donc quelqu'un qui est payé 100 € net va se retrouver avec 50 €, ce qui n'est vraiment pas beaucoup pour une journée de travail. Et surtout, il y a des rédactions qui payent encore à l'article, voire à la ligne. J'ai réussi à me procurer les grilles tarifaires chez IPM, et on peut voir qu'un article, quelle que soit sa taille, est payé moins de 30 €. Une brève, 4 €. Je me demande, à ce tarif-là, comment on peut espérer une information de qualité avec des tarifs si bas. Par comparaison, je pense qu'un article, donc c'est-à-dire une demi-page en Belgique, comme on l'a dit, qui serait payé moins de 30 € brut, donc à compter 15-20 € net, en France, vous seriez à 80-90 € brut, je pense. Cette précarité, elle a forcément un impact sur l'assujettissement des journalistes. Déjà, il y a quelque chose d'intéressant, l'association des journalistes professionnels de Belgique, qui est l'association qui délivre la carte de presse, qui est
également un petit peu un syndicat, sur base d'une étude, m'a révélé que la profession de journaliste en Belgique était sur le podium de celles les plus touchées par le burn-out. Il y a eu des vraies coupes dans les rédactions. J'ai interviewé une vingtaine de journalistes pour cet article. Tous m'ont témoigné d'un rythme de plus en plus soutenu. Et surtout le fait qu'il n'y ait pas de statut, ils sont constamment sur la sellette, en tout cas pour ceux qui sont indépendants évidemment. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas s'élever contre un ordre de leur hiérarchie qui ne leur conviendrait pas, parce que du jour au lendemain, vu qu'ils n'ont pas de contrat, on peut les virer. Ils se retrouvent ensuite sans indemnité chômage. Parfois, c'est des gens qui ont des enfants, qui ont un emprunt hypothécaire sur le dos, et donc qui sont complètement soumis à cette pression, et beaucoup le vivent très mal. La critique des médias n'existe pas vraiment en Belgique comme en France. Il n'existe pas de site à l'image d'Acrimed ou Arrêt sur Image. Il y a quelques articles, par exemple, qui sont publiés dans Kairos, mais ça se limite à ça. Donc je pense que les médias belges et les journalistes ne sont pas vraiment habitués à ce qu'on regarde un peu ce qui se trame derrière leur modèle économique. Et il se trouve que l'article du média a dérangé, en tout cas au sein de la rédaction du Soir, puisqu'on a subi, notamment sur les réseaux sociaux et par mail, des remises en cause de l'article que l'on a publié, en mettant en cause les témoignages, notamment qui étaient dans cet article, avec des menaces potentiellement judiciaires. On a été contacté par le président de la société des journalistes du Soir. Je me suis entretenu avec lui, qui a trouvé que cet article mettait en cause le travail de cette rédaction, son intégrité, notamment sur les questions des recettes publicitaires. On nous reprochait ce qu'on disait par rapport à l'importance de la publicité en Belgique. On disait que 43% des revenus des journaux quotidiens provenaient de la publicité. Et surtout le fait que c'est quelque chose qui se passe dans énormément de rédactions. Beaucoup de journalistes l'ont témoigné auprès de moi au cours de cette enquête, mais ça existe sans doute dans plusieurs journaux en France. La pagination, le nombre de pages du journal va pouvoir évoluer selon les ventes publicitaires. Donc on va vendre un encart publicitaire et il faudra un article pour compenser le reste de la page. D'ailleurs ça c'est quelque chose que le journaliste en question du Soir m'a confirmé, mais ce qu'il reprochait surtout c'est qu'on remette en cause l'intégrité et que ces ventes de pub pourraient avoir une influence sur les colonnes et ce qui a été écrit dans les articles, ce qu'on a écrit nullement d'ailleurs. Les faits se sont déroulés ce 20 mai en soirée, rue du Presbytère, au niveau du numéro 60, dans la commune de Molenbeek-Saint-Jean. Comme on peut le voir sur une vidéo ayant filmé la scène, lors d'un contrôle de police, comme il en existe de nombreux dans la commune située au bord du canal, un policier s'est mis à crier pour demander du renfort. Un de ses collègues est aussitôt sorti en trompe de son véhicule et s'est mis à violenter la personne maîtrisée. Coup de pied en pleine tête, à peine arrivé. Calme, calme, lui a dit le premier policier. Cela ne l'a pas empêché de frapper la victime, mais cette fois avec ses mains. Deux autres policiers sont ensuite arrivés également en renfort. L'un d'eux s'est mis à retirer les chaussures de l'interpellé, toujours couché au sol, face contre terre, et à le jeter plus loin. Cette intervention est d'une violence inacceptable. Rien ne peut la justifier. Je demande que l'agent impliqué soit convoqué et qu'une sanction immédiate soit prise, a réagi la bourgmestre de Molenbeek, Catherine Moreau, sur Facebook. En fait, il y a une vidéo qui est sortie sur les réseaux sociaux d'une interpellation d'une personne à Molenbeek. Cette personne est maîtrisée par la police et là sur cette vidéo on voit un policier arriver et lui asséner de violents coups de pied dans le corps et ensuite retirer ses chaussures. Donc la vidéo est éloquente, elle a beaucoup circulé, c'est une agression physique manifeste. Pourtant le Soir, ce matin même, titrait « Possible bavure policière ». Je cite le titre. C'est quand même très intéressant parce que je pense que si on avait dans les membres de rédaction des gens plus issus de ces quartiers qui subissent souvent des violences policières, on n'aurait peut-être pas eu ce type de titre et ce traitement de l'information. Les rédactions en Belgique sont quand même très très peu diversifiées. Encore une fois, ce ne sont pas mes mots, c'est la présidente de l'association des journalistes professionnels qui décrit les rédactions comme très majoritairement remplies de personnes âgées, mâles, c'est-à-dire qu'il n'y a que
11% je crois de femmes journalistes et très peu diversifiée au niveau des origines. Et forcément, une rédaction, quand elle n'est pas à l'image de la société, ça a un impact et ça augmente le ressenti que peut avoir la population envers la qualité de production des médias. Sur la formation, déjà, pour être journaliste, il faut faire des études. Souvent, les gens issus des classes populaires n'ont pas l'argent pour faire les études. Aussi, ça se joue sur la précarité, parce que quand vous venez d'un milieu modeste, vous n'avez pas un filet de sécurité, vous n'avez pas une famille pour vous soutenir quand vos revenus sont faibles et que vous pouvez perdre votre boulot du jour au lendemain. France-Belgique, même combat, effectivement, parce que je pense que le traitement des médias dominants sont assez similaires sur l'actualité. Justement, ce que je voulais démontrer, c'est qu'on remet beaucoup en cause en France le fait qu'il y ait des milliardaires à la tête des grands journaux, ce qui est un grave problème. Seulement, ça ne résoudra pas en soi tout, puisque l'exemple belge montre bien qu'avec une situation différente, on arrive à un résultat dans les journaux qui est similaire. Une des bonnes solutions pour équilibrer ce manque de diversité, c'est bien sûr de multiplier les titres avec des positionnements éditoriaux différents, et notamment à l'image de ce que fait Médor ou le média, que notamment les citoyens, les lecteurs, soient propriétaires de leur journal, soit des membres plus qu'actifs, puisqu'ils participent avec leur argent dans le financement de ces journaux. Et ça permettrait en tout cas au moins déjà de lever beaucoup de soupçons, de réduire la fracture entre citoyens, lecteurs et presse, et sûrement d'avoir un champ politique, social, de couverture de l'actualité bien plus large.